Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois Jean-François Plouffe d'Action Autonomie. Jean-François va nous parler des réactions au rapport du coroner en rapport au décès d'Alain Magloire, une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre ici au Québec. On aura plus tard à l'émission également notre collaborateur Bernard Saunier qui vient nous raconter son voyage à Washington qu'il a fait récemment. Dans les blocs Espresso et Espresso allongé, il sera question de pourquoi aimons-nous lire notre horoscope. Alors tout ça dans la prochaine heure de Folie douce qui commence à l'instant avec cette chanson de Alain Souchon et Laurent Voulzy. La chanson s'intitule « Oiseau malin ». Bienvenue à Folie douce. L'émission Folie douce informe, démystifie et souhaite changer les mentalités au sujet de la santé mentale, et ce, depuis 25 ans. C'est avec plaisir que je reçois mon invité qui est Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, un habitué maintenant de l'émission, tu es chargé de dossiers de communication à Action Autonomie. Exact. Un organisme qu'on aime bien recevoir à l'émission parce que c'est important de dénoncer des choses, de dire quand les choses vont bien, mais de dire aussi quand les choses vont moins bien. Et c'est un peu votre rôle à Action Autonomie quand on parle de problématiques sociales, de santé mentale aussi, beaucoup. Donc, on va parler aujourd'hui, en fait, d'un cas assez particulier. Puis, c'est pas juste ce cas-là. En fait, je dirais c'est une problématique qui est récurrente, effectivement, dans la société. C'est le cas du décès d'Alain Magloire. Peux-tu nous rappeler un peu les faits par rapport à ça? On a entendu beaucoup parler là, il y a quelques années dans les médias. Oui, c'est une histoire qui s'est passée à l'hiver 2014. Alain Magloire, c'était un microbiologiste. C'était quelqu'un d'instruit. C'était quelqu'un qui avait quand même une position sociale intéressante, mais qui, à un moment donné, a eu des épisodes de toxicomanie qui ont eu chez lui des effets très, 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 très dévastateurs, qui lui ont amené des épisodes psychotiques, etc., et des problèmes de santé mentale importants. Et à un moment donné, il a eu un comportement problématique un matin dans un hôtel où il résidait sur la rue Saint-Hubert. C'était quelqu'un qui faisait de la rénovation, alors il se promenait avec un marteau et il a fait des dommages dans l'hôtel en question. Il est parti, les policiers l'ont pris en chasse et à un moment donné, il n'a pas obtempéré aux demandes des policiers de s'arrêter et devant le terminus voyageurs, il a été comme encerclé par les policiers et finalement, ils ont tiré sur lui et il est décédé. Et ça a fait beaucoup parler justement dans les mois qui ont suivi. On s'est beaucoup posé de questions à ce moment-là, on s'en pose encore beaucoup, mais c'est surtout, ça a été un peu comme le déclencheur sur comment la police intervient, comment elle devrait intervenir auprès des gens qui ont des problèmes de santé mentale, dans son cas. C'est comme tu nous le rappelles, c'était ça. Et le coroner, Luc Malouin, a fait une enquête approfondie sur cet événement-là. Il a analysé, entre autres, la réponse qu'Alain Magloire a obtenue dans ses démarches avec le réseau de la santé et des services sociaux. Il a regardé aussi la nature de l'intervention policière. Donc, par rapport aux démarches qu'il a fait avec les services de santé, Alain Magloire s'est fait fermer des portes. Peu de temps avant, quelques mois avant l'événement, il s'est présenté de lui-même à l'hôpital parce qu'il se sentait pas bien puis qu'il voulait être soigné. Et on lui a dit, ton dossier est fermé, il va falloir que tu retournes au guichet unique pour refaire une nouvelle demande. Nous, on peut pas te recevoir présentement. Donc, il s'est retrouvé sans soins, il s'est retrouvé livré à lui-même et ça a eu les résultats qu'on connaît maintenant. Donc ça, le coroner est assez sévère par rapport au système de santé, de la façon dont ils ont géré le cas d'Alain Magloire. Il s'est aussi penché, le coroner, sur l'intervention policière elle-même, qu'il a qualifiée de correcte. Nous, on diverge d'opinion avec lui parce que, entre autres, à un moment donné, alors qu'ils étaient devant le terminus voyageur, le terminus d'autobus, il y a un policier qui a pris l'initiative, sans en parler à ses collègues sur la radio, de tenter de renverser Alain Magloire en fonçant dessus, littéralement, avec son véhicule. Et c'est ce qui a amené l'issue fatale de la chose, parce qu'Alain Magloire l'a vu à la dernière seconde,
a grimpé sur le capot du véhicule, a rebondi sur le toit et est retombé sur ses pieds sur le trottoir pendant qu'un policier tentait de l'immobiliser. Le policier s'est retrouvé au sol. Alain Magloire lève son marteau et les autres policiers autour tirent, voyant un danger immédiat. Donc, nous, on pense que la tactique de ce policier-là était très, très inappropriée, alors qu'il y a quelqu'un de l'Institut de police qui est venu dire à l'enquête du coroner que c'était correct puis que c'était normal. Nous, on n'est pas vraiment d'accord avec ça. Peux-tu nous dire, tu suis le dossier beaucoup plus que nous, est-ce que les policiers ont été suspendus? Est-ce qu'il y a eu des représailles d'une certaine façon? Pas à notre connaissance. Je pourrais pas l'affirmer de façon certaine, mais comme je vous dis, les policiers n'ont pas été blâmés, à tout le moins, par le rapport du coroner. Le coroner a dit que c'était pas une opération policière extraordinairement bonne, mais il n'y a pas eu de faille majeure. Donc, les policiers ont, à ma connaissance, en tout cas, n'ont pas eu d'accusation, comme ça a été le cas dans d'autres histoires connues. Dans ce cas-ci, il n'y a pas eu, je pense, de conséquences majeures pour les policiers qui ont été impliqués dans cette histoire-là. Oui. Donc, dans le rapport du coroner, il y a plusieurs recommandations. Je pense que vous avez, en tant qu'organisme Action Autonomie, que tu représentes ici, il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites. Comment vous voyez ces recommandations-là, en général? Il y a certaines des recommandations du coroner qui sont, à notre avis, très valables. Il y en a une en particulier qui a été très, très médiatisée. C'est peut-être la seule dont on a vraiment parlé dans les médias. C'était la question des pistolets électriques Taser. Le coroner recommandait au SPVM d'augmenter le nombre de pistolets électriques en se disant que ça allait peut-être, que ça pouvait sauver des vies, puis que si on en avait eu un, dans le cas d'Alain Magloire, peut-être qu'il serait encore vivant. Nous, on pense que c'est pas une bonne idée. Nous, on considère que le pistolet Taser, c'est une arme de répression. D'ailleurs, il y a des chiffres d'Amnesty International pour les États-Unis qui évaluent à 500 morts entre 2001 et 2012 l'utilisation du pistolet électrique par les policiers. Donc, aujourd'hui, on doit certainement s'approcher du millier de morts aux États-Unis, compte tenu de la grande augmentation du nombre des pistolets puis des interventions qui se font avec cette arme-là. C'est pas sans danger, finalement. Ce n'est pas du tout sans danger. Et c'est surtout dangereux pour les personnes qui sont dans un état de grande fébrilité. Quand on teste un taser sur une personne calme, ça donne un certain résultat. La personne tombe au sol, est un peu secouée, se relève, puis ça va bien. Mais une personne qui est fébrile, il y a certains réflexes de repos quand au bout d'un grand épuisement qui ne sont plus là. Donc, la personne continue à dépenser beaucoup d'énergie, même si elle a été immobilisée par le pistolet, et ça fait en sorte que ça peut mener à des arrêts cardiaques. Mm-hmm. Donc, ça, c'est documenté, ça existe. C'est ce qui a probablement provoqué les décès aux États-Unis. Et donc, pour nous, il y a des interventions d'un autre ordre qui sont d'ailleurs proposées par le coroner et avec lesquelles on est d'accord. Oui. Par exemple, il suggère d'établir des normes et des règles pour prévoir une formation continue obligatoire des policiers pour qu'ils soient toujours au meilleur de leur capacité physique et intellectuelle. On peut pas être contre ça. Dans quelle suite le SPVM a donné à cette recommandation-là, on ne le sait pas au juste. Ça m'étonne que ça soit même pas déjà en place, cette mesure-là, parce qu'il y a tellement de cas de problématiques sociales que les policiers devraient avoir ça, c'est certain. Là. En effet. Peut-être que ça a été mis en place à une certaine échelle, mais on n'a pas d'indicateur là-dessus. Le SPVM n'a pas annoncé qu'il avait donné suite à cette recommandation-là du coroner. On parle aussi beaucoup des ESUP, des équipes de soutien aux urgences psychosociales, c'est-à-dire un intervenant social qui accompagne un policier. Ça existe à Montréal, mais ça existe à petite échelle. Les ESUP sont pas en mesure de répondre à toutes les demandes. Dans le cas d'Alain Magloire, les ESUP existaient, mais n'ont pas été appelés. Souvent, les policiers ne les appellent pas. Donc, ça fait que il faut effectivement donner plus de ressources à ces groupes-là et à notre connaissance, ils n'en ont pas obtenu davantage. On parle aussi de la formation RIC, la formation de réponse en intervention de crise que les policiers devraient avoir et qu'ils n'ont pas toujours. D'ailleurs, il y avait un policier, tout de suite après l'épisode là, du policier qui a tenté de le renverser avec sa voiture, il y avait un autre policier qui avait la formation RIC qui approchait, qui était pour être là à peu près 6 secondes plus tard. Malheureusement, le coup de feu est parti avant que le policier puisse arriver. C'est assez incroyable, un destin qui aurait pu être évité. C'est des fâcheuses circonstances comme ça, effectivement. On a encore plusieurs minutes, Jean-François. Donc, en gros, il y a eu des recommandations à votre connaissance. Donc, il n'y a
pas vraiment de mesures. Tu sais, c'est encore un beau rapport avec des belles recommandations. Et on parle quand même de 2014, du décès d'Alain Magloire. Donc, plusieurs années plus tard, il y a quand même urgence de faire quelque chose. Oui. En fait, la seule recommandation dont on sait qu'elle a été suivie par le SPVM, c'est celle qui consistait à augmenter le nombre de pistolets électriques. Le journaliste Jean-Philippe Robillard de Radio-Canada a annoncé que effectivement le SPVM avait acquis plus d'une 50aine de pistolets taser dans les semaines et les mois qui ont suivi la parution du rapport du coroner. Ouais. Donc, cette recommandation-là, on sait qu'elle a été suivie. Donc, on sait qu'il y aura probablement de la part du service de police de la Ville de Montréal une plus grande utilisation de ces outils-là avec les risques que ça comporte et les difficultés, les difficultés physiques que les personnes vont devoir subir là, suite à l'utilisation de ces armes-là. Et ce qui est souvent étonnant, c'est qu'on tente souvent de privilégier le moyen technique ou le côté facile, le gadget, plutôt que il me semble qu'une formation de base, même à l'Institut de police, quand les jeunes policiers sont formés, il devrait y avoir systématiquement un volet là, d'intervention justement avec des clientèles plus en difficulté, là. En effet, c'est ce qu'on appelle les interventions alternatives. Ouais. Une autre des recommandations du coroner consistait à faire des simulations avec les policiers pour les mettre dans des situations stressantes. Parce que dans le cas de Alain Magloire, on s'est rendu compte que il y avait des policiers qui étaient en train de perdre la maîtrise d'eux-mêmes parce qu'ils étaient trop stressés. Et ça, on n'attend pas ça de la part de policiers. Donc, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. C'est pas des mesures qui coûtent nécessairement très cher, mais il suffit d'avoir une volonté de les mettre en place. Ouais. Et cette volonté, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas vraiment là. Il y a eu un autre cas un peu plus récent, je crois aussi, qui nous fait penser finalement qu'il devrait y avoir des mesures parce que on semble répéter l'histoire de fois en fois. Oui, c'est le dossier de André Benjamin. Ça s'est produit peu de temps après la sortie du rapport du coroner sur Magloire. C'est arrivé en avril 2016. Il y a enquête du coroner présentement sur ce cas-là, donc on n'a pas autant d'informations sur ce qui s'est passé à cette occasion-là. Mais il y a des témoins qui disent que, effectivement, M. Benjamin était probablement dans un épisode d'agitation. Les policiers ont frappé à sa porte et ce que les témoins nous disent, c'est que 5 secondes après que la porte se soit ouverte, le coup de feu a parti. Ce qu'on semble savoir aussi, c'est qu'il y avait un pistolet électrique d'impliqué dans cette opération-là et que ça n'a pas fonctionné. On ne sait pas pourquoi exactement ni dans quelles circonstances ça n'a pas fonctionné, mais le fait est qu'on s'est retranché sur ce qu'en anglais on appelle le backup gun, c'est-à-dire la vraie arme à feu qui, puisque le taser n'a pas fonctionné, on a tiré sur M. Benjamin. M. Benjamin est mort et nous, on dénonce encore une fois qu'on n'ait pas adopté dans ce cas-là des approches beaucoup plus douces par rapport à une personne qui est en difficulté et qui, en autant qu'on sache, ne représentait pas de danger immédiat pour des policiers bien formés qui sont en pleine maîtrise d'eux-mêmes. Et qui sont en surnombre, donc qui pourraient le maîtriser de façon peut-être plus à la rigueur physiquement, mais moins durement. C'est ça, mais il y a des interventions verbales à faire, il y a des interventions adaptées au type d'espace dans lequel on est, etc. Ouais. Donc, il y a des policiers qui se sont peut-être mis en danger sans le savoir, et ça, c'est un problème de formation. Oui, en tout cas, c'était vraiment déplorable. J'aimerais ça qu'on mentionne, avant de terminer, Jean-François, les coordonnées d'Action Autonomie. C'est toujours intéressant de pouvoir en savoir plus, et les gens qui veulent s'informer, comment peuvent-ils rejoindre Action Autonomie? Alors, ils peuvent visiter notre site Internet, www.actionautonomie.qc.ca. Et ils peuvent aussi nous téléphoner au 514-525-5060. Merci beaucoup, encore une fois, Jean-François Plouffe, donc chargé de dossier et de communication d'Action Autonomie, d'avoir été des nôtres et bonne journée. Merci à vous. À la prochaine. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est maintenant le moment de l'espresso et Pierre Laporte ici en ma compagnie. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors Pierre, aujourd'hui, tu nous surprends avec ton sujet. Pourquoi aimons-nous lire notre horoscope? C'est spécial. Oui, mais d'abord, si je vous demandais, toi Ghislain, est-ce que tu lis ton horoscope? Non. Mais je dois dire que c'est toute la vérité qui est écrite dans oh oui, absolument. Là. Toi Yvan? Non, je lis pas mon horoscope. Moi non plus, mais je l'ai déjà lu il y a longtemps, mais j'ai abandonné. Mais
En fait, on n'est pas une émission ésotérique. Non. C'est un peu un drôle de sujet, mais c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on lit notre horoscope. Ouais. Ça peut être révélateur sur notre personnalité. Je vais vous lire quelques passages d'un article qui a été écrit par Mme Isabelle Taube. J'ai déjà lu des articles de cette femme-là. C'est une journaliste française qui écrit sur le site psychologie.com. Elle nous dit « Plongée dans la lecture de mon quotidien favori, juste après avoir interrogé la météo, mon œil glisse sur la rubrique qui me parle de moi, mon horoscope. J'oublie temporairement que des centaines de milliers de gens sont nés exactement le même jour, à la même heure. C'est à moi seul que l'oracle des astres s'adresse. Ici, personne ne cherche à me faire consommer, à me faire voter à droite ou à gauche, à m'informer des dernières conséquences de la crise. Puisque je suis poisson, c'est mon année. Je vais être une sirène, m'annonce mon horoscope, car Jupiter, planète de la chance, est dans mon signe pendant 6 mois. Je vais être aussi brillante qu'un soleil et tout le monde voudra être avec moi. Je suis tellement créative que mes collègues tenteront de me voler mes idées et de me copier. Saturne en Vierge, qui m'a poussé à la rumination ces dernières années, s'en ira, et ce pour les 30 ans qui viennent. Mes finances seront favorisées. C'est bon à entendre en temps de crise. Si j'ai envie de fonder une société, c'est le moment. Au bout de quelques décennies d'existence, nous avons pu expérimenter que ces prédictions sont des illusions. Aussi, comme après une mésaventure amoureuse, nous jurons de ne plus jamais être dupes. Mais très vite, à nouveau, nous recommençons à espérer qu'aujourd'hui, cette semaine ou cette année, il y aura quand même un petit quelque chose de vrai dans ces prévisions. C'est un peu comme mettre le wattage de son cerveau un peu à off pour te rassurer. Si on cherche un encouragement, des fois, ça Ouais. peut peut-être être quelque chose qui est... Ouais. C'est un peu ça, au Tout le fait. monde a besoin des fois Un petit coup de pouce. de baisser un peu son niveau Oui, mais je pense mental. qu'il faut prendre ça avec un grain de Oui, sel. absolument. Madame Taube nous dit lire l'horoscope fait partie de ces folies ordinaires qui consistent à jouer au loto, aux courses, au casino, de préférence le vendredi 13, ou bien à nous imaginer que si nous croyons très fort à une chose, elle se réalisera. Enfants, nous avons cru au Père Noël. Adultes, nous espérons que les astres nous apporteront ce que nous désirons le plus, soit l'amour, l'argent, la santé, une vie sociale épanouie. Même s'il ne m'annonce pas que je vais bientôt devenir assez riche pour m'offrir des vacances éternelles, mon horoscope a toujours de bonnes nouvelles pour moi. Il ne me dira jamais que le cancer me menace ou que mon compagnon va me quitter. Les événements trop sombres, tels le deuil, les divorces, les maladies, sont bannis de ces lignes. C'est vrai au fond. Hein, on ne voit jamais dans un horoscope, vous allez, On n'annonce jamais des... Non, c'est vous allez ça. attraper le cancer. Des fois, on met en garde, mais tu sais, c'est Ouais. plutôt léger, ouais, Ouais. effectivement. Margaret Hamilton, qui est psychologue à l'Université du Wisconsin aux États-Unis, a noté que cette rubrique frôle dans les journaux les 70% d'informations positives, alors qu'un article ordinaire n'en compte pas plus que 50%. Nous ne sommes pas entièrement dupes. Il y a une dimension ludique dans cette affaire-là. D'ailleurs, nous nous arrangeons toujours pour trouver la prédiction qui nous convient le mieux. Hélène, qui a 40 ans et qui est journaliste, nous dit « J'ai toujours estimé que l'horoscope de mon hebdomadaire féminin du dimanche était plus véridique que les autres. » Et une éditrice d'horoscope qui préfère rester anonyme nous dit « Un bon horoscope donne la sensation au lecteur qu'il a été écrit pour lui. » Il faut aussi dire que les journaux, c'est pas très menaçant parce que c'est pas comme certaines émissions de télé où est-ce que les gens devaient appeler et ça coûtait de l'argent de recevoir Oui, c'est ça. c'est un horoscope spécifique. Mais ça se faisait, oui, ça se faisait à la radio auparavant. Les gens appelaient. Oui, mais ça coûtait pas un sou à la Non. télé. C'est comme... C'est payant maintenant. Oui, 4,95 la minute. Il y a des services comme ça, c'est ça qui peuvent faire, qui peuvent embarquer des gens. Ça peut Oui, être qui peut leur coûter cher. Absolument. Madame Taube nous dit, en fait, l'horoscope des magazines est immuable. Il nous chante toujours la même chanson et nous ne nous en apercevons même pas. Nous sommes là dans le domaine de la fiction et du roman. L'univers de l'horoscope est proche de celui du rêve. Il nous renvoie à notre insu à ces moments privilégiés de l'enfance où, pour nous endormir, nos parents nous racontaient de merveilleuses histoires de princesses et de princes charmants. D'ailleurs, même les astrologues professionnels, et il en existe de très sérieux, se méfient des pronostics quotidiens. Le mouvement des planètes serait trop lent pour que des prévisions jour par jour soient possibles. Nous lisons notre horoscope parce que nous sommes amoureux, pleins d'espoir. Oh,
ou au contraire embourbés dans les ennuis en recherche d'emploi. Dans ces moments difficiles, grâce à lui, nous nous projetons provisoirement dans un avenir plus souriant. Par exemple, je vais mal, mais je vais aller mieux dès que Pluton aura quitté mon ciel. Nos difficultés actuelles acquièrent un sens. Par exemple, ça va mal parce que je suis poisson et que les poissons sont destinés à souffrir, surtout ceux du 3e décan. Et puisque c'est Saturne ou Mars qui bloquent, nous nous sentons un peu moins responsables de notre incapacité à garder un travail ou un partenaire amoureux. Alors, je vais poursuivre un peu plus tard dans l'émission. Oui, c'est intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain, pour ta participation également. Demeurez des nôtres. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. Je m'entretiens avec Bernard Saunier. Bonjour, Bernard. Bonjour, Yvan. Bienvenue encore une fois à notre émission. Ça me fait plaisir d'être là. Et on poursuit sur une certaine séquence, en tout cas sur un peu une thématique, en fait. C'est un schizophrénique. Il y a eu schizophrénique à Cuba. Maintenant, il y a schizophrénique à Washington qu'on peut lire sur le site des humeurs culturelles de l'Institut. Universitaire en santé mentale. En cliquant sur le billet 2016. Oui, puis le schizophrénique, c'est toi. C'est ça, c'est moi. C'est comme Tintin au Tibet. Mais toi, le schizophrénique, c'est moi. Et tu as même fait d'autres voyages avant, puis en fait, on rappelle aux gens, des gens qui t'ont peut-être jamais entendu à l'émission, t'as personnellement un diagnostic. Tu as eu un diagnostic il y a très longtemps. Diagnostic de schizophrénie. Longtemps. Ça reste toujours un peu, c'est toujours présent dans tout ce que je fais. Ouais. Mais j'essaye de vivre avec ça puis d'aménager ça pour que ce soit vivable. Et c'est pour ça qu'on parle un peu du quotidien, de ce que tu vis. On a déjà passé à travers des textes, tu écris encore, mais le voyage, il y a quelques années, ça représentait des défis importants pour toi. Oui. C'est de moins en moins le cas, donc c'est quand même une... Ben, c'est toujours un défi, vois-tu, parce que... Comme pour tout le monde, en fait. Oui, comme pour tout le monde. Mon frère me disait ça, il dit, c'est normal d'être nerveux avant de partir en voyage. Si t'es pas nerveux, il y a quelque chose qui... Tout le monde est un peu fébrile, il y a beaucoup de choses à penser, préparer, passeport, bagages, etc., là, les papiers qu'on a besoin. Là. Mais en plus, toi, tu as à gérer toujours le côté... tu en as parlé déjà dans le passé, mais des fois, tu peux avoir des faut sentiments... Faut pas avoir peur, il faut le dire, le côté malade de la patente. Oui, mais des fois, tu as des sentiments, tu penses que soit que les gens parlent de toi ou des choses comme ça. Fait qu'il faut que tu gères ça dans un pays étranger, puis tu es seul aussi pour gérer ça. Alors, tu peux pas en parler à personne. Ouais. Mais c'est faisable. Je dirais qu'il ne faut pas s'empêcher. Puis cette fois-là, je suis allé à Washington. Oui, c'est ça. Très récemment, quand même. C'est récent, là, mais je suis allé à Washington. J'ai beaucoup aimé le mall de Washington où est le Lincoln Center, la tour, l'obélisque à Washington, le Washington, puis le Capitole, les monuments aux vétérans de la Deuxième Guerre, les monuments aux vétérans de la guerre du Vietnam. On dit qu'il y a beaucoup culturellement parlant, il y a beaucoup d'endroits à visiter. J'ai beaucoup aimé les musées. Ouais. Il y a un musée, entre autres, qui s'appelle Art and Portraiture American Art and Portraiture. Je ne sais pas trop comment le traduire en français. Puis ce musée-là est magnifique parce que il y a une œuvre là-dedans que j'ai trouvé extraordinaire. C'est par un artiste qui s'appelle, je ne sais pas trop comment le dire, là, parce qu'il n'y a pas un nom américain, il s'appelle Nam June Pak. C'est une espèce de Cambodgien qui est décédé il n'y a pas longtemps. Lui, il a fait une sculpture, une installation vidéo. Je vais essayer de vous l'écrire. C'est une installation vidéo. C'est une carte en néon des États américains avec à l'intérieur de la carte des écrans de télévision qui diffusent des émissions différentes un peu partout. C'est grand? C'est grand, là. C'est énorme. Ça a peut-être 2 ou 3 étages de haut. C'est gros, c'est grand, c'est exceptionnel. Moi, je me suis assis puis je regarde, parce que j'avais entendu parler de cet artiste-là, mais j'avais jamais rien vu. Puis juste de voir ça, pour moi, ça valait le voyage. Ah oui? C'était extraordinaire. Puis il y a ça, c'est ce que je disais aussi, c'est qu'à Washington, tu peux voir des choses là
qu'à Montréal, tu ne verras jamais. Ouais. Il y a les portraits, entre autres, les portraits des Américains les plus célèbres, le musée. Ce qui est impressionnant aussi, c'est le musée le musée de l'air et de l'aviation. Des avions de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, ça m'a tout rappelé mon enfance parce que quand j'étais petit gars, j'aimais ça coller des modèles. Puis c'était souvent des modèles de la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, dans le musée, tu as les vrais avions. OK. Hein, ils ont rentré des avions dans le musée. Il faut le faire, là. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est assez... Puis ça, c'est un, parce qu'il y en a un autre qui est encore plus grand, qui est en dehors un peu de ce circuit-là. On connaît moins la ville de Washington aussi. Souvent, les jeunes nous parlent de New York, de Boston, les gens, de Washington. on m'avait dit que Washington, c'était une petite ville, mais c'est pas une petite ville, c'est une grande ville. Ouais. Ça prend, c'est ça qui fait aussi son charme, c'est cette grande... tout le mall, ce qu'on appelle le mall, là, où ils sont les musées, les monuments. C'est grand, là, c'est long, puis tu peux marcher longtemps, puis tu regardes, puis... C'est une zone de la ville? C'est une zone de la ville, oui. Ben, pas loin, il y a un peu vers je dirais le nord-est, il y a la Maison-Blanche, puis toutes ces choses-là tout le tour. Ils sont quand même accessibles, quoi, à distance de marche? Oui, c'est accessible de distance de marche. C'est sûr que comme la Maison-Blanche, tu peux pas entrer sur le terrain. Oui, c'est à l'extérieur. Mais tu peux voir un peu à l'extérieur de quoi ça a l'air. Mais sinon, ton expérience, d'abord, c'est en avion aussi que tu es allé. Oui, j'étais en avion. Oui. C'est ça s'est bien passé aussi. Ça s'est bien passé, moi. Il y a juste un peu à Toronto, quand je me suis rendu à Washington, à Toronto, on a eu un peu de problème avec le transfert d'avion. Il y a eu il y avait un avion qui avait un problème technique, puis ça a pris un peu plus de temps, mais c'est pas très grave. Ouais. Et pourquoi avoir choisi Washington? Pourquoi? Tu sais, dans le fond, tu nous as parlé dans le passé de d'autres endroits. C'est ma soeur qui m'a conseillé ça. Parce que j'avais parlé... en premier, l'idée, c'était de faire un voyage, mais qui ne coûte pas trop cher. L'idée, c'était je voulais aller faire le voyage en train dans les Rocheuses, mais c'est hors de prix. Là. C'est pas accessible. Ça fait que j'ai préféré. J'ai suivi la suggestion de ma soeur qui me dit va à Washington. Puis Washington, justement, la raison, la première raison, c'est tout ce côté culturel-là, ces musées-là qui sont attirants, qui sont gratuits d'ailleurs. Ah oui, ils sont gratuits. Tu entres là, tu montes tes bagages, tu as un sac, tu montes ton sac, puis on te laisse entrer, là, c'est gratuit. Dans le sens pour tout le monde? Pour tout le monde. Ah oui? Si tu habites Washington, tu peux aller là tous les jours. Puis j'ai vu un jeune homme, entre autres, il avait l'air d'avoir sa place dans le musée. Il s'en allait à quelque part, puis il s'assoyait là, puis il faisait ses affaires dans le musée, là. Comme son bureau, finalement. Oui, c'était son bureau, finalement. C'est spécial. C'est pas une mauvaise idée. Là. C'est pas un mauvais endroit. Moi, j'ai écrit beaucoup dans mes visites. Là. Je me promenais, je regardais, j'écoutais, j'essayais de sentir en premier, je pensais d'arriver là dans des musées tout poussiéreux, mais c'est super clean, c'est beau, c'est bien entretenu, c'est comme exceptionnel. Là. Ah, c'est bien. Récemment, tu as eu 60 ans, il faut le dire. Je pense que c'est 60 public. Ans. Comment on se sent à 60 ans, toi qui disais souvent que, en schizophrénie, plus on vieillit, en général, notre état s'améliore, puis beaucoup de personnes disent ça. Comment tu te sens? Je te me sens mieux, mais il y a tout le côté, à 60 ans, il y a des choses qui sont en arrière de moi ou vers lesquelles je ne veux plus aller, qui ne m'intéressent plus, que je ne veux plus faire, puis ça, c'est clair. Mais dans tout ce qui est état d'esprit, la santé mentale, il me reste encore bien du chemin à faire. Ouais. Aussi dans mes attitudes, dans ma façon d'accepter les autres, ma façon de vivre, ma façon d'entendre des choses. On parlait cette semaine, puis c'est pas nécessairement des voix que j'entends comme voix qui me dénigrent. Mm-hmm. Toi-même?
Oui, c'est ça. Ok. J'étais avec des gens, je me dis, je suis un sale. T'sais. Pourquoi dire ça? Il n'y a pas de raison. Mais c'est quelque chose qui est plus fort que soi. Là. C'est plus fort que moi. Parce que tu le rapportais souvent dans certains voyages que tu penses que les gens se disent ça, mais des fois de toi-même, tu dis ça aussi. Ouais, Mais j'imagine que c'est passager, puis tu finis par... J'essaie de ne pas rester accroché là-dessus. Mais tu as l'air plus en paix, en tout cas, qu'en vieillissant, je dirais, plus épanoui culturellement aussi. J'ai l'impression que tu te remplis beaucoup de culture. Ben oui, c'est ça qui est bien. J'ai cette chance-là. Moi, j'ai 60 ans, à la retraite, on peut le dire. Ouais. Puis j'ai le temps, puis... Mais tu as un intérêt aussi, c'est pas tout le monde. Tu as la curiosité que ça prend, puis dans le fond, tu vas satisfaire ta curiosité. C'est un peu ça aussi. Ben oui, c'est ça. Faut être curieux, j'ai toujours été curieux. Si j'avais pas été curieux, je me serais pas rendu à 60 ans. Sûrement pas, parce que c'est ça qui t'a permis d'avancer, de faire des voyages. Tu écris toujours, on le rappelle aussi. J'écris toujours, il y a mon blog au www.legoulag.blogspot.com. Il y a le site des humeurs culturelles sur le site de l'Institut. Puis, ben, c'est ça. On cherche humeur culturelle, Bernard Saunier, ouais, dont tu as le texte sur Washington. Je le répète, le texte, un schizophrénique à Washington, il est dans le billet 2016 du site. Oui. Et en rappel, on peut toujours lire le schizophrénique à Cuba aussi, en 5 parties. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant aussi. C'est certainement une autre chose, mais c'est un autre type de voyage. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Bien différent. Puis sinon, dans les projets, dans tes implications, est-ce que tu es toujours quand même actif? Je suis toujours impliqué dans le groupe Reprendre Pouvoir. Les comités sont toujours présents. On se présente, on fait part de notre expérience, toujours dans le but d'améliorer les services, d'améliorer ce système de santé-là, puis d'essayer d'aider les plus mal pris. Les services aux usagers, entre guillemets. C'est ça. Donc, c'est toujours le même principe. C'est toujours ça, le rétablissement là-dedans en termes de fond. Parce que quand tu aides quelqu'un, ben, tu t'aides aussi toi-même. Oui. As-tu quelque chose à ajouter? Il reste peut-être une minute là, au voyage à Washington. Ta phrase globale ou ton Allez-y, si vous voulez faire un voyage pas trop dispendieux puis voir des belles choses, à Washington, je pense que c'est un bel endroit à visiter. Allez vous remplir culturellement de toutes sortes de belles choses. Ouais. Mais tu m'intrigues, l'œuvre dont tu nous parlais, là, avec immense, avec les télés, tout ça. C'est impressionnant. Là. C'est quelque chose, c'est grand. Tu as vraiment l'air d'avoir aimé l'ambiance et tout. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait plaisir. Puis on se revoit très bientôt. OK. Merci. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. Nous poursuivons au micro avec l'Espresso allongé, le même sujet entamé plus tôt, Pierre Laporte. Donc, pourquoi aimons-nous lire notre horoscope, c'est ça? Oui, c'est un article que j'ai pris sur Internet par la journaliste française Isabelle Taube. Et les gens qui ne voient pas le lien, en fait, c'est un peu l'espèce de folie là, que tu nous parlais tantôt, là, justement, par rapport à ça. Là. Oui, parce que, comme je disais tantôt, les gens qui lisent leur horoscope, ça peut être révélateur aussi sur le type de personnalité qu'on a. Donc, il y a un lien, si tu veux, avec, je dirais, la personnalité ou la santé mentale. Je veux pas dire que les gens qui lisent l'horoscope ont des problèmes de santé mentale nécessairement, mais c'est révélateur sur notre personnalité, je pense. Un petit sentiment pour des gens dans une période difficile de protection. Peut-être aussi. Alors, madame, en fait... Monsieur, alors je continue l'article. Monsieur Gérard Morel, qui est psychothérapeute, nous dit « Nous pensons lire notre horoscope avec objectivité. En réalité, nous l'interprétons en y plaquant les situations que nous sommes en train de vivre, que nous désirons ou que nous craignons de vivre. D'ailleurs, si ce que nous lisons ne fait écho à rien, nous n'y prenons pas garde ou nous nous rabattons sur celui d'un autre magazine plus favorable, plus parlant. » Sybille, qui a 37 ans, qui est enseignante, nous dit « En revanche, dès que nous avons la sensation que ce qui est écrit est plausible, nous nous prenons au jeu. » Elle nous dit « C'était il y a 5 ou 6 ans, j'avais lu qu'entre avril et juin, je devais m'attendre à une rencontre décisive.
Aussi, dès mon premier dîner avec un certain Gilles, j'ai investi la relation à fond. Je me voyais marié. En fait, j'étais si envahissante qu'il a fui. Selon Gérard Morel, toujours la lecture quotidienne de notre signe répond surtout à la satisfaction d'imaginer qu'un autre pense à nous. Et il nous dit que c'est un refuge contre l'angoisse dans un monde de plus en plus matérialiste et individualiste. Les civilisations antiques utilisaient l'horoscope pour découper le temps en années, en mois et en heures. Étymologiquement, le mot signifie « regard sur l'heure ». Elles interrogeaient les astres pour savoir si elles devaient livrer bataille ou si les récoltes seraient abondantes, etc. Mais en ces temps anciens, le ciel s'adressait aux prêtres, aux rois, pas aux moi de simples citoyens. C'est seulement au 19e siècle que l'horoscope s'est mis à converser avec l'ego des gens du peuple. Ça s'est démocratisé. Si tu veux, oui. Plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, le langage des signes astrologiques s'est progressivement invité dans les grands titres de la presse populaire et des magazines féminins. Après avoir conquis les États-Unis, il a séduit l'Europe. Plus notre individualisme et nos tendances narcissiques ont cru, plus nous sommes devenus avides de prédictions. Le fait est que le bon horoscope est celui qui nous valorise, qui nous rassure et qui nous permet de nous sentir comblés par le sort. Se rassurer, c'est aussi se sentir identifié, nous dit Mme Taube. Défini, donc prévisible pour les autres. Les Capricornes sont des solitaires. Les Poissons sont des idéalistes attirés par les paradis artificiels. Les Taureaux, à l'inverse, sont fiables et solides. Les Lions aiment occuper le devant de la scène. Les Scorpions, comme moi, sont dangereux pour eux-mêmes et les autres. Gérard Morel, psychologue, psychothérapeute, nous dit « Notre époque se caractérise par une quête d'identité sans précédent qui nous pousse à nous chercher dans tous les modèles qui nous sont proposés. » Or, les signes astrologiques ne font que décrire des traits de caractère et des tendances comportementales communes à l'ensemble de l'humanité. Il est donc normal que nous nous reconnaissions un peu en chacun d'eux. Oui, c'est pas spécifique à chaque signe de ces caractéristiques-là. Il y a des gens qui peuvent être Exactement. le contraire de ce qui est décrit. Oui, mais je pense qu'il y a plusieurs scorpions, plusieurs lions qui sont Il y a plusieurs différents. variantes. C'est ça, qui sont différents entre eux autres. Oui, c'est ça. En conclusion, Mme Taube nous dit, en dépit de l'essor de la psychologie ou de la psychanalyse, une bonne partie des gens pensent que le caractère d'un individu s'explique par son signe. Il y aurait quelque chose en nous d'inéluctable, réfractaire à la raison, observe Gérard Miller. Cette part nous rend capables de rêver, d'accéder à la dimension du sacré et du divin. Le problème est qu'elle est également susceptible de nous rendre esclaves de celui qui prétend détenir un savoir sur notre être véritable ou sur nos besoins, nos désirs, notre avenir. Alors, c'est la conclusion de Mme Taube. Oui. On peut dire que oui, c'est un peu dangereux dans le sens que on peut devenir peut-être accro à notre horoscope et devenir irresponsable, je dirais, par rapport à nous-mêmes. Peut-être trop se fier à ça, justement, pour prendre des décisions. Il y a même des gens politiques, je me semble que j'avais lu même... C'est Nancy Reagan, oui, pour la lutte contre la drogue, qui avait consulté son astrologue, qui est une idée un peu folle. Ben, c'est parce que de diriger, c'est quand même quelque chose, puis c'est pas rare qu'on entend ça, même des artistes, sans la nommer. Il y a quelqu'un récemment, quelqu'un de très connu au Québec, qui disait qu'il consultait un astrologue pour ses mouvements de carrière, ces choses comme ça. C'est quand même spécial. C'est-à-dire qu'il y a un côté peut-être de... L'astrologie, c'est peut-être pour mieux se connaître, mais de là à prendre des décisions, c'est un petit peu particulier. Ce qui est dangereux, c'est que quand ça veut combler un vide spirituel qui n'existe pas, c'est pas, je pense pas que l'astrologie va combler le vide moral et spirituel. Et comme tu disais plus tôt aussi, Mais je pense qu'il n'y a pas eu des présidents américains aussi qui avaient leur astrologue. C'est ça, on parlait entre autres les Reagan. Oui, mais d'autres, qui étaient connus, mais je pense d'autres qu'il y en a eu peut-être. d'autres dans le passé. Non? C'est possible. Je sais pas dire... ça, c'est pas un très bon signe quand tu consultes ton astrologue, puis tu vas voir si tu vas peser sur le piton de la bombe ou prendre une décision importante. Mais il y a définitivement des traits de caractère. C'est sûr que certains signes ont des traits de caractère, mais il y a tellement d'influence, il y a tellement... Personne n'est né à la même heure, donc il y a tellement de choses qui varient que tu peux pas dire... On parle pas de la chinoise ni de l'amérindienne qui existe aussi, c'est une très traditionnelle. Bien, merci beaucoup. Quand même, c'était un sujet intéressant pour un peu montrer un peu. Des fois, ça peut devenir dangereux également. Donc, merci beaucoup, Pierre. Et merci, Ghislain. Merci. On continue en chanson à Folie douce.
Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Quelques instants pour terminer cette émission de Folie douce. Justin Malo est ici présent pour la nomenclature des chansons, comme on le fait si bien chaque semaine. On a écouté en tout début d'émission Oiseau malin. Oui, c'est un duo d'Alain Chouchon et Laurent Voulzy. On a écouté Saint-Denis. De Rosie Vallant. Dans la deuxième demi, on a pu entendre Ça dépend des saisons. Oui, de Laura Cahin. Et à l'instant, Montréal XO. Oui, de Laurence Nerbonne. Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à Pierre et à toi. Merci. Merci Justin pour la recherche également. Merci Pierre pour la mise en onde. Salut Yvan. Ainsi que tes blocs Espresso et Espresso allongé où tu nous as posé la question pourquoi aimons-nous lire notre horoscope? Je remercie notre invité collaborateur en début d'émission, Jean-François Plouffe d'Action Autonomie, qui nous a parlé des réactions au rapport du coroner en rapport au décès d'Alain Magloire. Notre collaborateur Bernard Saunier était aussi des nôtres dans le début de la deuxième demi. Pour sa part, Bernard nous a parlé de son voyage à Washington qu'il a fait récemment. Alors, c'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine, Pierre. Salut, Yvan. Bonne semaine, Ghislain. Bonne semaine. Bonne semaine, tout le monde. À la prochaine. Bop